Alors, c'est très bien, je suis content parce que on m'a pavé la route, on peut expliquer les concepts de base de la réputation. Et moi, je vais peut-être plus vous parler de retour d'expérience, de mon retour d'expérience. J'ai été engagé à la RTS en premier lieu pour justement permettre à cette institution de pouvoir écouter ce qui se passe sur le web, notamment sur le web social, en plus de gérer les présences sociales, enfin les pages Facebook et les comptes Twitter des différentes émissions et rédactions et unités et autres. Mais l'idée de base, c'était vraiment l'idée de base de mon engagement à l'époque, quand c'était en 2010, c'était vraiment pour aborder justement ce changement sociétal qui fait qu'aujourd'hui tout un chacun s'exprime sur des supports numériques, sur des plateformes, sur Facebook, sur Twitter, sur des blogs, etc. On a bien assez parlé. Je vais vous parler justement, du coup, je ne vais pas vous parler des réputations parce que je pense qu'il y en a eu assez. Par contre, je vais juste vous parler un petit peu des outils. On va le faire relativement vite. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Et surtout, l'idée, c'était de montrer un petit peu ce qu'on a fait en termes de processus, d'objectifs et quelques exemples pratiques. Alors, au niveau de la gestion de réputation, quand on est dans des entreprises d'une certaine taille, mais en fait, ça commence à la PME, ça commence à la personne, on va avoir justement un ensemble d'outils de monitoring qui permettent d'écouter le web social. Comme je disais, il y a des outils gratuits. Donc, vraisemblablement, quand on est une personne privée, on va plutôt avoir recours à des outils gratuits. Et on peut aller très loin dans la sophistication aujourd'hui. On a des outils payants et des outils même très chers. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une idée de cet environnement-là. Basiquement, ces outils sont des sortes de moteurs de recherche. Donc c'est basé vraiment sur le sémantique, sur la recherche de verbatim, la recherche d'expression, de mots-clés. Et justement, il y en a qui nous permettent d'avoir certains degrés de sophistication. Par exemple, je prends un exemple, c'est la RTS. La RTS, évidemment, ça veut dire Radio-Télé Suisse, mais ça veut aussi dire Radio-Télé Serbe, ça veut aussi dire Radio-Télé sénégalaise d'ailleurs. La RTS, c'était la fusion de RSR et TSR. J'ai appris pendant que je travaillais à la RTS que RSR en portugais veut dire LOL. Donc, Lots of Laughter, c'est une expression qu'on va souvent utiliser. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux portugais et brésiliens, on va retrouver le mot RSR partout. Donc on a des outils qui nous permettent de mettre de l'ordre dans ce bruit-là et qui nous permettent d'accéder uniquement aux conversations qui ont lieu sur ces plateformes qui nous concernent. Ensuite, je ne vais pas trop m'étendre sur les processus, mais ce qui est important, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est... Stéphane parlait juste avant de la nécessité de pouvoir répondre parfois rapidement à des conversations sociales qu'on a trouvées. Et vraiment, la base du processus, en tout cas dans des entreprises d'une certaine taille, c'est de pouvoir vraiment rentrer dans et de pouvoir modifier les processus de gestion de crise, les adapter par rapport justement à ces nouveaux outils. En l'occurrence, ce qu'on a fait à la RTS, c'était vraiment de pouvoir avoir, en tout cas de pouvoir faire en sorte que moi j'ai une ligne directe, non seulement avec Gilles Marchand, le directeur de la RTS, mais aussi avec les principaux preneurs de décision. Parce que quand on va être critiqué sur le web, la réactivité peut être parfois très importante et surtout, il faut pouvoir répondre de façon complètement, d'une part transparente, si possible, mais surtout de façon cohérente et consistante. Il y a un exemple fameux dans les réputations qui est celui de KLM et d'Air France. En l'occurrence, ça concerne surtout Air France. Il y a eu Fukushima. C'était dimanche. Et pas mal de ressortissants français se demandaient comment ils allaient rentrer en France. Là, on a Japan Airlines et d'autres compagnies qui proposent des billets à prix réduit pour cause de catastrophes naturelles évidentes, catastrophes atomiques évidentes. Des consommateurs viennent poser la question à Air France, sur la page d'Air France, parce qu'Air France n'avait pas encore communiqué de tarif exceptionnel pour l'occasion, donc en gros ça coûtait 6 000 € pour rentrer en France, ce qui était un petit peu embêtant.
c'est arrivé un dimanche. Et en l'occurrence, il n'y a pas pu avoir de réponse commerciale le même jour. Et du coup, ça a très vite enflé, d'une part d'abord sur Facebook, sur les médias sociaux, de 1 à 2 personnes qui se sont plaintes, c'est devenu très rapidement 3, 4, puis plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et cette situation aurait pu être évitée s'il y avait un lien direct entre la personne qui gérait la page Facebook et au moins quelqu'un du niveau commercial qui aurait pu répondre oui, on va mettre une offre en place. En l'occurrence, l'offre a été mise en place le lundi, mais le mal était fait, la presse et les internautes avaient parlé négativement de la marque. Donc, ce fil direct à différents niveaux de décision et différents secteurs de décision est très important. En l'occurrence, je pouvais avoir vraiment une ligne directe, d'une part à la communication interne, aux relations presse, aux relations publiques, mais surtout aux dirigeants de la RTS. Et ça, c'est relativement important. Et enfin, troisième point du triangle, c'est les guidelines. C'est-à-dire que, comme Albéric le disait, chaque personne dans l'entreprise peut potentiellement s'exprimer négativement, ou souvent par naïveté, ou souvent des fois par réaction émotionnelle, va s'exprimer et ça va avoir une conséquence négative sur les médias sociaux, sur la marque. On a quelques exemples, par exemple, très très tôt chez IBM. Donc IBM a été parmi les premières grandes entreprises à vraiment instaurer d'une part des guidelines, mais aussi tout un système de coaching et d'éducation et de formation à ce que c'est qu'un média social. C'est aussi venu de crises qui ont été déclenchées par les employés eux-mêmes, qui sans le savoir, sans se rendre compte, mettaient des informations à caractère confidentiel sur les médias sociaux. Donc le cœur des guidelines, finalement, c'est beaucoup de bon sens, et c'est faire réaliser à tout le monde, à tous les échelons hiérarchiques, que ces nouvelles plateformes de communication ne sont pas des jouets, que ça a un impact dans la vie réelle, et que toute photo échangée ou tout document mis en ligne, ben, justement, peut le rester très longtemps. Donc, finalement, le point de départ de la réputation, c'est déjà que les propres employés de la compagnie ne fassent pas d'impair. Alors, on peut s'équiper d'outils de monitoring. Les outils de monitoring, donc, comme je disais auparavant, permettent d'écouter le web social de façon plus ou moins professionnelle. Et ces outils de monitoring ne servent pas que à la gestion de la réputation. On peut avoir beaucoup plus d'objectifs au monitoring. Déjà, ça peut servir à faire de la veille médiatique, de la veille concurrentielle, de l'intelligence économique. On peut écouter ce qui se passe chez nos concurrents, etc. Donc, ça peut servir le marketing, ça peut servir la recherche sur le consommateur, on peut faire du suivi de campagne en ligne avec, et on peut faire de la gestion de la réputation. Ces outils de monitoring, comme je le disais avant, sont basés vraiment sur un aspect sémantique. Donc on va rechercher des verbatims, on va rechercher des mots-clés, on va rechercher le nom de notre marque, on va rechercher le nom de certains de nos porteurs d'images. Par exemple, c'est clair que nos directeurs, mais aussi les animateurs stars, je les mettais dans le système. C'est comme ça, par exemple, qu'on a retrouvé un Darius Rochevin canadien qui émettait des propos antisémites sur un blog. On l'a repéré, et puis ensuite on a demandé au blog d'éliminer ce profil-là. Donc là, on était dans une problématique vraiment irrépétitionnelle. Ces outils sont basés d'une part sur le quantitatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des classements selon la taille du blog ou le nombre de suiveurs d'un compte Twitter, et des critères qualitatifs, ceux-ci sont naissants. On parle aujourd'hui beaucoup d'analyse du sentiment automatisée, c'est-à-dire que donc ces moteurs de recherche non seulement retrouvent les endroits où on parle de nous, mais en plus pourraient qualifier les contenus. Souvent, c'est utilisé, le système de classement, c'est neutre, positif, négatif. Ce qu'il faut vous dire là-dessus, c'est que quand une boîte de monitoring va vous vendre du qualitatif, c'est-à-dire va vous vendre une capacité du software à analyser le sentiment émis dans la note de blog, le statut, etc. On n'est pas encore là aujourd'hui. En anglais, on parle de 60% de taux de réussite. En français, on est
pas du tout là encore. Et je dirais plus, bon, moi j'ai plus un background média. C'est vrai que tous ces outils-là ne permettent pas ni d'identifier l'ironie, ni d'identifier le second degré. Ça veut dire qu'on est quand même obligé aujourd'hui de lire, peut-être pas tout, mais en tout cas d'avoir des techniques de lecture. On a certaines agences d'ailleurs qui proposent des analystes intégrés pour ça. Mais on peut vraiment commencer avec des outils gratuits. J'insiste là-dessus, ça nous permet déjà d'avoir une première approche de la chose. Google est vraiment un outil gratuit vraiment de base qui marche relativement bien. On peut programmer des alertes, que ce soit sur son nom ou sur le nom de son entreprise. Juste par rapport aux objectifs qu'on peut avoir justement avec du monitoring et dans la construction d'une stratégie de réputation. Alors, ce qu'on fait en premier lieu, c'est de l'analyse. On analyse des argumentaires. Aujourd'hui, moi je travaille pour les PFL, on a eu une manifestation contre la hausse des taxes d'études, c'était aujourd'hui à 2h40. C'est clair qu'on va profiter justement du fait que les gens s'expriment sur le web pour les écouter, bêtement. On va pas forcément réagir, mais ça peut vraiment donner des bons indices sur ce qui se passe et sur les tendances qui nous concernent. Un autre objectif de l'héritation, en tout cas de la stratégie de l'héritation, c'était le serviciel, le côté de proximité, c'est-à-dire que, par exemple pour la RTS, ce qu'on a mis en place, c'est de dire, au même titre que Stéphane disait juste avant, chaque commentateur ou chaque personne qui va interagir avec nous est importante. Hormis les trolls, on fait aussi une liste de trolls, des gens qui ne font que mettre des commentaires partout, dans une idée de proximité et dans une idée de transparence. Et on essaie vraiment d'apporter un maximum de réponses à nouveau à des questions qui ne sont pas de la provocation pure, mais je parlais avant d'usurpateurs. Alors évidemment qu'on peut identifier dans ces softwares et via l'analyse qu'on en fait des influenceurs, positifs ou négatifs. Ça peut être des journalistes, ça peut être des capitaines d'entreprise, ça peut être simplement un blogueur influent, ça peut être n'importe quelle personnalité, mais ça peut être aussi des gens justement qui n'ont une vie que online et pas une notoriété énorme offline. Ça nous permet d'identifier aussi des ambassadeurs potentiels, des gens qui vont nous aider à porter la bonne parole plus loin. Et je vous ai donné l'exemple des usurpateurs avant. Et ça permet aussi, ça c'est intéressant, d'identifier des signaux avant-coureurs de crise. Donc avant que l'affaire aille en presse, de voir justement d'écouter les plaintes de consommateurs potentiels et d'y répondre avant que ça devienne vraiment un problème. Et finalement, voilà, après on aura des techniques de mitigation, soit répondre aux fausses rumeurs, soit justement éviter la création d'un bad buzz. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place certains principes de gestion quand on faisait ce genre d'activité ou quand on fait ce genre d'activité. Je vais passer à travers cette cire avec quelques exemples. Des exemples vécus ces dernières années au sein de la RTS. Déjà, c'est important de connaître ces communautés en ligne, au même titre que c'est important de connaître ces stakeholders dans la vie réelle. Il y a justement, certains softwares permettent de mapper nos communautés. Plus intéressant justement, on avait des communautés qui s'adressaient à nous à la RTS. On avait le CAID. Le CAID, c'est le club des aînés en informatique de Delémont. En l'occurrence, ils avaient vraiment notamment par exemple, ils nous reprochaient de ne pas assez couvrir, à juste raison ou pas, je ne reviendrai pas là-dessus, mais de ne pas assez couvrir le Jura. Et l'idée, en tout cas là, c'est que donc c'était des gens qui avaient appris à bloguer dans leur club d'informatique d'aînés, et il s'est révélé beaucoup plus efficace d'aller les voir en direct. En l'occurrence, on avait une émission qui se passait dans le Jura, et du coup je suis allé avec, juste pour les écouter. Pourquoi ? Parce que si j'étais intervenu sur leur blog directement, ça aurait été peut-être perçu comme une intrusion chez eux. Parce que justement, ce sont des gens qui sont assez novices par rapport aux plateformes internet, et
le fait d'écrire un article et ensuite de voir le monsieur de la RTS qui vient répondre, ça aurait peut-être été perçu négativement. C'est un cas que j'ai vécu moi plutôt avec bb.ch, donc ça c'est des mamans blogueuses, et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'ils avaient aussi une plainte par rapport à la RTS, et j'ai répondu directement dans le blog. Et la personne qui gérait le blog s'est vraiment sentie presque violée, parce que j'étais chez elle. Pour elle, elle écrivait un blog, mais c'était pas normal que quelqu'un... c'est normal que quelqu'un le lise, mais c'est pas normal que quelqu'un vienne vraiment intervenir dessus. Donc en l'occurrence là aussi, j'aurais peut-être dû choisir une solution peut-être plus soft, par l'email ou par rencontre en direct. Deuxième chose, c'est intégration au processus. Je parlais avant des lignes directes que j'avais avec la direction. Ici, on a un exemple marrant. La ligne directe. On avait une formation optionnelle pour nos hôtesses d'accueil et nos téléphonistes sur comment s'habiller. Elle était optionnelle, il n'y a rien qui était obligatoire. Par contre, le 20 minutes ne l'a pas entendu comme ça et a mis carrément le string interdit à certains employés, ce qui était pas vraiment vrai. Non, dans le sens, c'était... ce que je veux dire, c'est que cette conversation a eu lieu, effectivement, en fin de cours, entre une employée et la consultante en image. Et alors ça, je ne veux pas le nier, hein, j'entends la consultante en image a dit à l'employé, et c'était hors cours, qu'effectivement, elle déconseillait dans certains cas les strings. Je ne veux pas rentrer plus en détail là-dedans, mais c'était, en fait, voilà, donc on avait quand même, on a demandé un erratum, évidemment, aux 20 minutes, le 20 minutes a fait un erratum online. Ce qui était par contre intéressant, c'est que, d'une part, bah, évidemment, que cette affaire, elle sort, donc il faut d'abord que l'interne soit au courant de ce qui s'est passé, parce qu'évidemment que là, tous les 2000 employés de la RTS avaient appris ça par voie de presse, donc il a fallu, avant que moi j'aille intervenir, en tout cas clarifier la situation en ligne, et de même que notre responsable presse demande un erratum à la rédaction du 20 minutes, il fallait d'abord qu'il y ait une communication à l'interne qui soit faite. Donc là, il a aussi fallu respecter certaines étapes, tout en maintenant une vitesse d'exécution. Et deuxième chose que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, du coup, moi j'ai aussi expliqué dans le forum du 20 minutes ce qui s'était vraiment passé. Il n'a jamais été question d'imposer des uniformes et que ce soit, mais c'était du conseil. Et ce qui était marrant, c'est que justement, du coup, ça a un petit peu libéré la parole. On a c'est pas un montage, hein, c'est vraiment passé comme ça. On a une participante au stage qui du coup a pris la parole. Et elle m'a dit aussi qu'elle n'aurait pas osé prendre la parole forcément si j'étais pas intervenu. Donc là, on a quand même des façons de faire des erratums. Le 20 minutes a fait aussi un erratum le lendemain, hein, dans la version papier, mais c'est vrai que voilà, cet article se propageait à vitesse grand V sur les réseaux, donc c'était important qu'on puisse nous aussi faire entendre notre version des faits à ce propos. C'est aussi important de personnaliser, c'est-à-dire qu'on parle pas, on n'est pas dans le monde de la presse, on va faire un communiqué qui va être le même pour tout le monde, et il faut pouvoir un peu personnaliser ses interventions. Je prends un autre cas, c'est la disparition malheureuse d'Alessia et Livia l'année passée. Et en fait, on s'est fait reprocher de ne pas avoir fait de sujet à ce propos le jour de la fête, c'est pas la fête, mais c'était une journée dédiée aux enfants disparus. Et en l'occurrence, la réponse a l'air très simple ici et très succincte, mais d'une part, on a eu déjà un certain nombre de ces interventions sur notre page Facebook, notamment, hein, par courrier, par téléphone aussi. À chaque fois, on a répondu de façon personnelle et on n'a pas juste publié un message pour tout le monde. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je parlais justement de pouvoir aller assez vite, assez haut dans la hiérarchie. À nouveau, c'est un tout petit message, mais c'est remonté jusqu'à Bernard Rappal, le rédacteur en chef du TJ.
Et ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, on n'allait pas couvrir une activité comme ça sous prétexte d'une fête en plus française, une journée commémorative française en hommage aux enfants disparus, mais vraiment par contre que notre rôle en tant que service public dans cette histoire-là, c'était de parler de l'affaire à chaque fois qu'il y avait une nouveauté dans l'enquête. Donc c'est ce qu'on dit en 3 lignes, mais on l'a reproduit, ces 3 lignes, je crois que c'était environ 1000 fois. Et c'était pas du bot, c'était vraiment une personne et moi, on a passé notre vie dessus. Et ce qu'on voit quand même, hein, c'est les réponses. Quelqu'un de très fâché ensuite nous dit merci parce qu'on a clarifié la chose. Un autre cas, toujours sur le même cas ici à Divia, donc on a 120 secondes qui fait un sketch là-dessus, un sketch de plus ou moins bon goût. Ça passe très bien à la radio. Par contre, la récente promotion de Couleur 3 le met sur la page Facebook. Et là, sur la page Facebook, par contre, les gens s'insurgent parce que c'est de l'humour noir, on ne va pas le faire, etc. Et là, en fait, donc, on a commencé à essayer d'expliquer voilà, le recul, le fait que Couleur 3 est plutôt ironique parfois, etc. Rien n'y faisait, ça s'est enflammé. Et en fait, on a appelé Yann Zitouni, qui aujourd'hui est sur la première sur Paradiso, mais qui à l'époque animait l'émission du matin. Et lui est vraiment venu expliquer en personne son choix rédactionnel, pourquoi il a autorisé cette chronique à passer. Et là, c'est la personnalisation non pas dans la réponse, mais vraiment du porteur de voix. Et ça a calmé les gens. On va adapter aussi son style de réponse selon le type de plateforme sur laquelle on se trouve, qu'on soit sur un site de presse, qu'on soit sur Facebook, sur Twitter, qu'on ait affaire à des blogueurs, qu'on ait affaire à des groupes de discussion, des forums. Généralement, moi je réponds à rien sur YouTube, parce que YouTube c'est vraiment que des trolls. De l'éthique aussi, c'est super important d'être transparent et d'avoir un sens de l'éthique quand on est online. Là je vais prendre un contre-exemple. On avait une affaire de fichiers pédophiles à la RSR, donc c'était plus tôt, c'était en 2006. Non, c'était en 2008, pardon. Et on a donc eu un whistleblower qui a dénoncé une situation. Il l'a fait par voie de presse. Et voilà, donc il y a eu toute une série d'articles. Et la RSR à l'époque, on ne s'en cache pas aujourd'hui, on a engagé. Donc voilà, ici on voit qu'il y a différentes choses. Il y avait des notes de blog, etc. Et la RSR a engagé un communicant à l'époque. Et ce communicant, en fait, a fait preuve de très peu d'éthique dans la gestion du dossier. Il allait intervenir sur le blog du whistleblower sous le nom de Goldorak en le traitant de tout nom, de mon oiseau. Ce qui, alors, il s'est fait évidemment éjecter direct, mais bon, le mal était fait. Là, on voit les sous-titres, le conflit à la RSR tourne mal sur le net, un spécialiste engagé par la radio suisse romande pour mieux communiquer, inonde le blog de Jürgen Resende, donc c'était le whistleblower en l'occurrence, sous un pseudonyme, Goldorak. Donc là, voilà, c'est le contre-exemple typique. On doit être transparent, on ne doit pas avancer masqué et on doit respecter certaines règles quand on veut interagir justement sur ça. Et puis rien ne nous sera pardonné aussi. Et on parlait de réactivité. Là, je prends un exemple plus récent. Donc, Fernand Melgar, auteur de différents documentaires, notamment l'année en date Multi-Criminal Spécial. Donc, il y avait un article du Matin qui disait que un des acteurs, en tout cas des protagonistes du documentaire, était un trafiquant multirécidiviste. C'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est que Fernand Melgar se fait inviter du coup au TJ et on va dire que l'interview se passe pas super bien. Il se fait couper à la fin, la présentatrice est prise par le temps, il n'a pas le temps de se défendre, en gros. C'était un petit peu une interview à charge. Du coup, sur les réseaux, là je vous montre un post Facebook, mais il y en avait tout plein, qui disait en gros que d'une part ça ressemblait très peu à la RTS ou à la TSR, que c'était des questions orientées, que le droit de réponse n'est pas fouillé. Même chose, voilà, une autre, Agnès Utrich, chienne de garde qui fait l'entretien en TJ. Là aussi,
les médias sociaux ont agi comme détecteurs de crise potentielle et ont mis aussi en lumière justement une erreur qui, par la rédaction, a été reconnue. Donc, ce qui se passe, c'est que le lendemain, Fernand Melgar lui-même sur Facebook annonce les excuses d'Arius Rochebin quant à ce qui s'est passé la veille. Donc il faut bien, donc on a fait les courtes nuits, hein, parce qu'il a fallu quand même atteindre tout le monde. Mais effectivement, le but là était quand même de donner aussi une résonance à ces excuses. Et après on voit les faits. Donc là on a des gens qui discutent. Et donc d'une part il y a eu les excuses de Darius Rochebin, mais après en plus il y a eu un débat entre Melgar et Peclet qui était l'auteur de l'article de base, hein, du matin. Et ça se finit comme ça, avec les gens qui nous remercient. Et là aussi, on a vraiment un exemple d'interaction réelle, virtuelle, médias classiques, nouvelles plateformes. Et tout ça a été vraiment géré, on va dire. Et là, je dis bien géré et pas contrôlé. Hein, géré de la façon la plus globale, la plus holistique possible. Et dernière chose, on parlait de proactivité, là aussi, on a des forums. Sur par exemple le futur de la TV digitale, là clairement on a des gens chez nous aussi qui vont aller écouter ce qui se passe de façon proactive pour sentir un peu les tendances du marché. Donc voilà, merci.